Bien, très heureux d'être parmi vous ce soir, et c'est moi qui suis très honoré d'être invité par vous pour échanger sur cette question. Les droits de l'homme sont-ils antidémocratiques? Alors je vous demanderai d'excuser ma voix, qui est un peu cassée. Non pas que je veuille imiter Patrick Bruel, mais tout simplement que je sors d'un rhume et qu'il y a encore quelques traces. Donc merci à vous, merci Jacques, évidemment, un plaisir de te retrouver. Les droits de l'homme sont-ils antidémocratiques? Alors ça peut surprendre, ça peut provoquer, hein, vous l'avez dit. Il y a un point d'interrogation. Voilà, il y a un point d'interrogation. Alors, on va lever le point d'interrogation. Et je pourrais commencer par le lever en répondant oui. Et les droits de l'homme sont antidémocratiques. Cette réponse est une réponse que l'on entend aujourd'hui de plus en plus souvent en France, sur le continent européen et ailleurs. Ce n'est pas ma réponse. Hein. Ma réponse, c'est les droits de l'homme sont favorables à la démocratie. Mais on est dans un moment, je crois, historique, épistémologique, où les droits de l'homme sont considérés comme un obstacle à la démocratie. Je vais prendre, pour commencer, deux exemples juridiques. Une décision du Conseil constitutionnel et l'autre une décision du Conseil d'État qui ont suscité des controverses et des polémiques entre les juristes. La décision du Conseil d'État, peut-être la plus forte, c'est une décision du 31 mai 2016, Madame Martinez. Cette femme demande à récupérer le sperme de son mari décédé pour pouvoir faire un enfant, qui était leur projet de vie lorsque le mari, le monsieur, était toujours vivant. Et c'est la raison pour laquelle, se sachant malade, il avait fait congeler son sperme. Je pense que les étudiants, s'il y en a quelques-uns ici, doivent connaître cet arrêt du Conseil d'État. Cette dame fait un recours. Donc les hôpitaux de Paris refusent de lui donner le sperme de son mari décédé. Elle fait un recours devant le Conseil d'État. Que dit le Conseil d'État? La loi, écoutez bien, la loi française interdit effectivement de donner le sperme d'un mari décédé à sa femme pour qu'elle fasse un enfant. Deuxièmement, dit le Conseil d'État, cette loi n'est pas contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. On s'attend donc à la conclusion. Donc, les hôpitaux de Paris ont eu raison de refuser. Or, le Conseil ne dit pas donc, mais il dit mais ce refus porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale. Au-dessus de la loi, il y a le droit de l'homme. Au-dessus de la loi, il y a le droit au respect de la vie privée et familiale. Or, le couple avait pour projet de faire cet enfant. Donc, en ne remettant pas le sperme à cette femme, eh bien, les hôpitaux de Paris ont porté atteinte au droit au respect de la vie familiale. Cette décision du Conseil d'État a suscité une controverse juridique, politique, philosophique, dans la mesure où certains ont dit « mais le législateur élu par le peuple, a voulu interdire cette opération. Le peuple a voulu. Que viennent faire les juges pour dire « mais au-dessus du peuple, il y a les droits ». C'est antidémocratique. C'est antidémocratique puisque le peuple a voulu que ce soit interdit. Controverse. Deuxième exemple,
une décision du Conseil constitutionnel de 2016 aussi, sur le principe de fraternité. Dans le code pénal, il y a un article qui qualifie de délit toute aide à un étranger en situation irrégulière. C'est un délit. Il y a un recours qui est fait devant le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel dit non, il faut effacer ça. Le législateur, donc le peuple, s'est trompé. Ça ne peut pas être un délit parce que c'est contraire au principe de fraternité. Et le principe de fraternité oblige à ce qu'on aide toute personne, même en situation irrégulière. Là aussi, polémique. Mais enfin, le législateur voulait que ce soit un délit. Qu'est-ce qui nous embête avec le droit? Le principe de fraternité, c'est du baratin. C'est antidémocratique. Ça va contre la volonté du législateur qui est élu par le peuple. Et je pourrais vous multiplier les exemples concrets, pratiques, qui, depuis plusieurs années maintenant, interrogent les juristes, mais aussi les philosophes. Je pense par exemple à Marcel Gauchet, qui considère qu'aujourd'hui, ce qui menace nos sociétés, ce n'est pas, dit-il, le pouvoir, ce sont les droits de l'homme. Marcel Gauchet dit qu'il y a trop de droits de l'homme, ce qui fait que les gouvernants ne peuvent plus gouverner parce que les citoyens sont toujours en train de demander le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit à ceci, le droit à cela. Donc, il y a trop de droits. Et donc, on est dans un moment historique. Je parle des juristes avec ces deux décisions. Je parle des philosophes. On pourrait dire aussi, on pourrait citer Finkielkraut, condition de considérer comme un philosophe. Mais il y a dans il y a tout un courant qui considère que les droits de l'homme sont antidémocratiques. Pourquoi? Parce que les droits de l'homme empêchent le peuple de vouloir ce qu'il veut. Les droits de l'homme empêchent le peuple de vouloir ce qu'il veut. Le peuple veut que l'aide aux étrangers soit un délit. Le peuple veut, bon, c'est peut-être pas bien, mais le peuple veut. Bon, moi, dans ce débat que vous rappeliez, j'ai évidemment pris position et ma réponse est non. Les droits de l'homme, non seulement ne sont pas antidémocratiques, mais les droits de l'homme sont une des conditions consubstantielles de la démocratie. Ou pour parler le langage des jeunes, n'est-ce pas, les droits de l'homme, c'est le code d'accès à la démocratie. Et si vous avez perdu votre téléphone portable, vous n'avez pas le code d'accès. Vous ne pouvez pas téléphoner. Eh bien, les droits de l'homme, c'est la même chose. S'il n'y a pas de droits de l'homme, on n'accède pas à la démocratie. Donc, contrairement à tout ce courant qui aujourd'hui, alors en Italie, en Hongrie, aux États-Unis, va nous faire un dessin, qui affirme que les droits de l'homme c'est embêtant, je continue à considérer que les droits de l'homme sont une des conditions de la démocratie, et ceci pour deux raisons. Deux, ça va, deux parties, c'est bon. Et ceci pour deux raisons. La première, c'est que les droits de l'homme construisent la figure du peuple. Et la deuxième raison, c'est que les droits de l'homme construisent l'espace public, pour parler comme Habermas, et construisent un espace relationnel, un espace de relation entre les hommes. Et ce sont ces deux points que je voudrais rapidement discuter avec vous. Sur le premier point, les droits de l'homme sont un instrument qui permet de construire le peuple.
Le peuple n'est pas une donnée immédiate. Le peuple est quelque chose de construit. Et la question est de savoir par quel instrument on construit cette figure. Alors ça peut être la religion, le peuple musulman, le peuple juif, le peuple catholique, le peuple protestant, ça peut être la classe sociale, le peuple ouvrier, le peuple paysan, le peuple bourgeois, ça peut être le sexe, le peuple hétéro, le peuple homo, le peuple trans, ça peut. Autrement, il y a plusieurs instruments, ou le peuple étudiant, par exemple, ça peut être, il y a plusieurs instruments. Parce que, encore une fois, il y a une différence entre population, foule, multitude, je ne vais pas chanter Souchon, foule, multitude et peuple. On croit souvent que c'est synonyme. Si on se réfère à Cicéron, mon cher Jacques, si on se réfère à Cicéron ou aux auteurs de la Grèce antique, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que nous dit Cicéron dans De la République? Il dit ce qui fait la différence entre la population et le peuple, c'est l'accord sur le droit. L'accord sur le droit. C'est ça qui nous fait passer de population à peuple. L'accord sur le droit. Et je pense qu'on n'accorde pas suffisamment d'attention, nous juristes, notamment à l'égard de nos étudiants en première année, sur cette dimension que j'appellerais magique de la Constitution. La Constitution, c'est un instrument qui, on en parlait tout à l'heure, j'ai participé avec d'autres collègues à la rédaction de la Constitution tunisienne après la chute de Ben Ali. Et il y a eu un débat en Tunisie, juste après la chute de Ben Ali, sur est-ce qu'il faut une constitution? Certains disaient non. Il y a le Coran. Et il y a eu tout un débat, notamment mené par les femmes, qui ont posé de manière très claire la question suivante: est-ce que la Tunisie est une société de croyants? Dans ces cas-là, pas besoin de constitution. Ou est-ce que la Tunisie est une société de citoyens? Et si elle est une société de citoyens, il faut une constitution. Et c'est pas mince comme différence. Parce que si la Tunisie est une société de croyants, elle n'a pas besoin de constitution, donc c'est le Coran, et le Coran dit la femme est le complément de l'homme. Si la Tunisie est une société de citoyens, la Constitution dit principe d'égalité entre les hommes et les femmes. Vous voyez le rôle de la Constitution. La Constitution est ce qui constitue, au sens premier du terme, ce qui constitue la figure du peuple. Le peuple est le référent de la démocratie, on est bien d'accord. Gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais définissez-moi le peuple. Définissez-moi le peuple. Hein? Eh bien, je pense que la définition du peuple renvoie justement aux droits de l'homme. Ce sont les droits qui construisent, excusez-moi, ce sont les droits qui construisent la figure du peuple. Parce qu'au départ, vous avez tous en tête l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Et ils avaient fumé, les types de 89, c'est pas possible. On est inégaux. Dans la réalité, il y a des beaux, des moches, des grands, des petits, des riches, on est inégaux. Qu'est-ce qui nous fait égaux? Le droit. Le droit à cette espèce de truc de fou, de dire nous sommes égaux, non seulement entre les hommes masculins, mais entre les hommes et les femmes, vous vous rendez compte?
Voilà ce que dit le droit. Alors, il y a une force magique. Ça ne veut pas dire que l'égalité entre les hommes, l'égalité se réalise. Ça veut dire que le droit pose l'égalité entre les hommes et les femmes. Et que par conséquent, cette égalité entre les hommes et les femmes va nous servir de référence pour agir. J'aime bien prendre... on est le soir, donc je peux prendre ou Bourdieu ou Blanche-Neige. Je sais pas je peux faire les deux si vous voulez, mais les deux. Alors, je commence par quoi? Blanche-Neige? Non, on commence par Blanche-Neige. Allez. Blanche-Neige. Tout le monde voit à peu près. Bon, alors Blanche-Neige, c'est le moment où la reine s'adresse à son miroir et lui demande est-ce que je suis la plus belle? Vous y êtes? Bon. Est-ce que je suis la plus belle? Le miroir lui répond. Déjà, louche. Mais le miroir lui répond, et le miroir lui dit non, tu n'es pas la plus belle. Autrement dit, qu'est-ce qui lui donne son identité de je ne suis pas la plus belle? Le miroir. Avant, elle ne le sait pas qu'elle n'est pas la plus belle. C'est le miroir qui lui dit qu'il n'est pas la plus belle. Et elle va se comporter comme le miroir lui dit qu'elle est. C'est-à-dire, elle va aller tuer Blanche-Neige. Bon, elle aura son coup, mais c'est pas mon problème. Ce que je veux dire par là, c'est que la Constitution, c'est un miroir. La Constitution, c'est un miroir dans lequel on va se voir. Égalité entre les hommes et les femmes. Droit à la santé. Droit à l'éducation. Pourquoi les femmes se sont battues pour que le droit à l'avortement soit dans la Constitution? Pourquoi les jeunes se battent aujourd'hui pour que le droit au respect de la biodiversité soit inscrit dans la Constitution? Le miroir. Je vais en quelque sorte donner une autre réalité que la réalité matérielle. Je vais donner une réalité magique, mais qui va me faire agir. S'il y a inscrit dans la Constitution que les femmes peuvent disposer librement de leur corps, eh bien, les femmes vont se comporter comme la Constitution leur dit qu'elles sont, et les hommes aussi. Et donc, on ne mesure pas suffisamment l'importance me semble-t-il, de cette force, de cette force magique, constitutive des droits. Alors Bourdieu, on fait un peu Bourdieu quand même, ça fait un peu plus sérieux, Bourdieu, qui est un sociologue, qui n'aime pas beaucoup les juristes, mais Bourdieu parlait de ce qu'il appelle la force propre du droit. La force propre du droit. Et qu'est-ce que c'est que la force propre du droit, dit Bourdieu? C'est de faire advenir ce qu'il dit. Un philosophe anglais a écrit un petit bouquin, John Austin, qui avait Quand dire, c'est faire. C'est-à-dire, vous vous dites quelque chose et en le disant, vous le faites advenir. Regardez la Constitution américaine. Elle commence par We the people, nous le peuple. Alors les Américains, ça n'existe pas. Hein. Il y a des gangsters, il y a des Italiens, des Irlandais, des Écossais, mais les Américains, ça n'existe pas. Qu'est-ce qui fait l'Américain? Nous le peuple. Mais non, pas nous le peuple. C'est la Constitution qui les fait américains. C'est pour ça qu'ils sont si attachés à leur Constitution depuis 1786 ou 87. Donc, il y a cette force performative de la Constitution, des droits qui fait advenir ce qu'il énonce. La Constitution nous dit que nous avons des droits, droit à la santé, droit à l'éducation, droit de vote, eh bien, nous allons nous comporter, non pas comme la réalité nous définirait, nous allons nous comporter comme le miroir nous dit que nous sommes, comme citoyens. On ne naît pas femme, on le devient, disait Simone. On ne naît pas citoyen, on le devient. Et on le devient précisément par
par cet énoncé, par cet énoncé des droits fondamentaux. Et cette figure du peuple que créent les droits de l'homme, c'est une figure du peuple double, une double identité du peuple. Là aussi, il y a une double identité du peuple. Il y a une identité abstraite. Ça, on dit, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Si vous êtes prof, dans la marge, vous mettez 0. 3 fois le même mot dans cette petite phrase, non, c'est pas possible. Hein, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Sauf que si vous écrivez le peuple de manière différente, ça devient intéressant. Le gouvernement du peuple, avec un petit p, quartier populaire, cinéma populaire, un petit p, par le peuple, avec un grand P, pour, alors le petit peuple ou le grand peuple. Autrement dit, il y a une double identité du peuple. Il y a le peuple comme concept, le peuple avec un grand P. Le peuple est un concept juridique, dit le Conseil constitutionnel dans une décision du mois de mai 1991, où il était question de reconnaître le peuple corse comme composante du peuple français. Le Conseil dit non. Et le concept juridique du peuple français est unique. L'unité du peuple français, dit le Conseil, est un concept juridique. Mais, dans la Déclaration des droits de 1789, dans le préambule de 1946, il y a aussi une autre figure du peuple, qui est l'individu concret. Les droits sont accordés à tout homme, à chacun, aux membres du corps social. Autrement dit, ce n'est pas le concept, ce n'est pas le peuple, ce n'est pas le citoyen abstrait à qui l'on donne des droits. C'est le citoyen concret. Les membres du corps social. Hein, je relisais les membres du corps social, chaque homme, etc. Bon. Autrement dit, il y a cette double identité du peuple donnée par les droits. Et là aussi, c'est pas indifférent pour la suite. Si vous gardez simplement la première identité, le peuple comme concept, un concept, ça ne cause pas un concept. Un concept, ça ne parle pas. Donc il faut bien quelqu'un pour parler à sa place. Donc des représentants qui vont parler au nom du peuple, avec un grand P. Alors que si vous prenez l'autre, les membres du corps social, chacun, tout homme, etc., ça, ce peuple, citoyen concret, physique, il existe, lui. Il n'a pas besoin de représentants. Donc vous avez d'un côté une définition qui conduit à la démocratie représentative, et d'un autre côté, vous avez une citoyenneté qui conduit à la démocratie directe, à la participation des citoyens concrets qui existent. Et tout le problème constitutionnel depuis longtemps, c'est de faire vivre, j'y reviendrai, cette double identité du peuple. Concept, concret. Et cette figure du peuple que construisent les droits de l'homme est une figure qui se construit en continu. Elle n'est pas figée à un moment. Hein. Elle n'est pas... Excusez-moi. Elle n'est pas figée à un moment de l'histoire, parce que, je parlais tout à l'heure de l'avortement ou du droit à la biodiversité, parce que, en tous les cas, moi, c'est ma position, on peut évidemment ne pas la partager. Les droits de l'homme qui sont inscrits dans la Déclaration de 89, ce sont des droits qui sont issus des luttes sociales, des luttes intellectuelles, des luttes politiques. C'est pas Dieu qui a donné le droit à l'avortement aux femmes. C'est les femmes qui ont lutté. Et donc, les contestations sont à l'origine des droits de l'homme.
Les contestations sociales sont à l'origine des droits de l'homme. Camus disait, et une phrase importante, comme beaucoup, je me révolte, donc nous sommes. Il ne disait pas je me révolte, donc je suis. Il a écrit je me révolte, donc nous sommes. Le je et le nous. C'est-à-dire que lorsque je me révolte pour l'ensemble de l'humanité. Et si vous prenez l'histoire des droits fondamentaux, mais même le droit de vote, vous croyez qu'il nous a été donné, le droit de vote? Il y a eu des morts. Il y a eu des morts, 1830, 1848, bon. Vous voyez l'histoire, le droit à l'avortement, vous croyez que ça a été donné comme ça, le droit au logement. Parce que pour nous, juristes, par exemple, si je prends le logement, la question est de savoir si le logement c'est un souhait, un besoin ou un droit. Comment, alors, dans le langage normatif, ça donne comment quelque chose passe du pré-normatif au normatif. Qu'est-ce qui fait que le logement qui était un souhait devient un droit? Comment se fait le passage? Comment se fait le passage? Et est-ce que tout souhait devient un droit? On voit bien là, si vous voulez, le rôle des contestations sociales, les luttes, par exemple, qu'ont mené les femmes, j'y reviendrai, pour que ça soit inscrit aujourd'hui dans la Constitution, et pas encore comme droit, mais comme liberté. On verra que je le dis que c'est pas tout à fait pareil. Donc, la première raison pour laquelle les droits ne sont pas antidémocratiques, c'est que les droits construisent la figure du peuple, et le peuple est le référent de la démocratie. La deuxième raison, tu me dis que si... Là, ça va. Bon, la deuxième raison, c'est que... c'est moi qui vais pas. La deuxième raison, c'est que les droits de l'homme construisent un espace public, je disais tout à l'heure, en me référant à Habermas, un espace de relation entre les hommes. Alors là aussi, il y a un débat. Certains considèrent, alors ce qui est amusant, c'est que les marxistes comme les libéraux font la même analyse, mais les uns considèrent que c'est bien, les autres considèrent que c'est mal. Pour certains, les droits de l'homme, c'est les droits de l'individu replié sur lui-même. L'individu séparé des autres. J'ai mon droit à la liberté, j'ai moi, individu. Je ne partage pas du tout cette écriture. Alors, vous trouvez ça, par exemple, chez Marx, dans la question juive, qui fait une critique de la déclaration des droits de l'homme comme étant une déclaration bourgeoise, de bourgeois qui ne pense qu'à lui, etc. Il y a un autre philosophe, Claude Lefort, qui a travaillé sur cette question et qui dit, mais enfin, les droits de l'homme, ceux de 89, ce sont des droits qui mettent en relation les hommes entre eux. La liberté d'aller et venir, c'est pas un droit qui isole, c'est un droit qui nous conduit de La Rochelle à Brest, à Dunkerque ou à Biarritz. La liberté d'expression, ça nous met en relation avec les autres. Quand l'article 6 de la Déclaration de 89 dit tous les citoyens, alors oui, là encore, tous les citoyens concrets, pas nous, tous les citoyens concourent à la fabrication de la loi. Pour que tous les citoyens concourent à la fabrication de la loi, il faut bien qu'ils s'assemblent, il faut bien qu'ils se réunissent. Autrement dit, les droits de l'homme construisent un espace public où les hommes, les femmes évidemment, se rencontrent pour construire les règles de la vie bonne, pas simplement de la vie, mais de la vie bonne, pour parler comme Aristote, le bien vivre ensemble, et non pas le vivre ensemble, mais le bien vivre ensemble. Et donc c'est dans cet espace public que se forme, devraient se former les règles de la vie en société. Je crois que les Grecs avaient une formule qui parlait du pouvoir du milieu.
Hein, c'est-à-dire le pouvoir ne doit pas être dans le tyrannos, mais il doit être au milieu afin que tout le monde soit à la même distance du pouvoir, qu'on retrouve par exemple chez Claude Lefort, qui parle que le pouvoir est un lieu vide. Hein? Politeia. Le pouvoir est un lieu vide. Alors, je me suis amusé une année, j'y repense, et je fais des digressions, il faut m'arrêter si... à mes étudiants de première année, une année, je leur ai fait commenter, plutôt que de les embêter avec les articles de la Constitution, je leur ai montré les photos des présidents de la République. Hein, toutes les photos des présidents de la République. Et je leur ai demandé, à partir de ces photos, de deviner quel était le pouvoir du président de la République. C'était un président fort, pas, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les présidents étaient derrière le fauteuil, devant le fauteuil, vers la côté, etc. Il n'y en a qu'un qui s'est assis dans le fauteuil. Le lieu vide du pouvoir. Il n'y en a qu'un qui s'est assis dans le fauteuil. Mitterrand. Mitterrand s'est assis dans le fauteuil. Alors peut-être parce qu'il attendait le pouvoir depuis très longtemps, et puis il a content de l'avoir, et donc là, j'y reste, et il y est resté 14 ans. Hein, c'est lui qui est resté le plus longtemps comme président de la République. Mais c'est très intéressant d'approcher le droit aussi par l'art. Pareil pour mes étudiants. Là, c'était un master 2 pour les étudiants. Je faisais un cours sur le principe de représentation. J'avais commencé par évidemment le tableau de Magritte, avec ceci n'est pas une pipe. Et évidemment, parce que je connais mes étudiants, monsieur, pourquoi il a dit, pourquoi il a mis que ceci n'est pas une pipe alors que c'est une pipe? Alors là, j'avais préparé mon coup, j'ai sorti du tabac, j'ai donné à un étudiant, j'ai dit, allez bourrer la pipe. Je ne peux pas parce que c'est pas une pipe. Ben, j'ai dit, vous voyez, c'est pas une pipe. C'est une représentation de la pipe. L'Assemblée nationale, c'est pas le peuple. C'est une représentation du peuple. Et à partir de là, vous emmenez vos étudiants où vous voulez. Mais, si vous voulez, il faut bien voir cette idée hein, du rôle des droits de l'homme dans la construction hein, de cet espace où va se former la volonté générale. Alors, cet espace, je regarde l'heure, 5 minutes, bon, ça va pas le faire. Cet espace, bon, trois fonctions, j'ai trois. Cet espace, et c'est pour ça, donc encore une fois, hein, les droits de l'homme construisent un espace de relation entre les hommes, et cet espace produit la démocratie. C'est pour ça que ce n'est pas antidémocratique. Cet espace public, il a trois fonctions principales. La première, c'est d'obliger les hommes politiques à inscrire à leur agenda les préoccupations de nous, les préoccupations du citoyen. Si je prends le logement ou si je prends l'avortement, c'est plus simple, on n'a pas le temps de. Si vous prenez l'avortement, hein, les femmes, pendant très longtemps, ont avorté dans l'espace privé. Personne ne savait. Personne ne savait. L'espace privé. L'État s'en foutait, parce que c'était pas connu. Et puis, vous avez eu le manifeste, c'est pas moi qui appelle comme ça, le manifeste des 343 salopes, qui disent on s'est fait avorter. C'est rentré dans l'espace public. Autrement dit, il y a eu une mutualisation de ce qui se passait dans l'espace privé. Il y a eu des débats, oui, non, c'est le 4e mois, c'est le 6e mois, remboursé, pas remboursé. Il y a un débat dans l'espace public. Les gens se rencontrent et discutent. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit d'abord à Bobigny, où les juges se disent c'est plus possible de considérer ça comme un délit. Ça monte. Les hommes politiques se disent bon, il faut quand même qu'on s'en occupe. La loi Veil, 74. Et ça monte encore d'un cran.
Constitution 2024. Et ça peut monter encore d'un cran, puisque maintenant les femmes militent pour que ce soit dans la Convention européenne des droits de l'homme. Mais d'où ça vient ça? C'est parti de l'espace privé, c'est rentré dans l'espace public, et ça a obligé, c'est pour ça que je dis, ça force les hommes politiques à mettre à leur agenda nos préoccupations. Hein? Le droit au logement, même chose, les gens dormaient dans la rue, et puis il y a eu les Don Quichotte. Bon, il y a eu la loi sur le droit au logement opposable. Il n'est pas tombé du ciel. Les droits de l'homme sont le résultat des luttes sociales et des luttes politiques. Première fonction, donc, mettre à l'agenda politique les préoccupations des citoyens. La deuxième fonction, c'est de permettre aux citoyens, donc toujours dans la perspective démocratique, de permettre aux citoyens de comparer l'action de leurs élus aux droits qui sont énoncés dans les déclarations. Quand les types de 89 rédigent la déclaration, ils expliquent pourquoi. Il faut un exposé des motifs. Et qu'est-ce qu'ils disent? Relisez, on ne lit jamais l'exposé des motifs. Et il y a 15 lignes, on ne les lit pas. On passe à l'énoncé. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, nous énonçons les droits suivants afin de permettre aux membres du corps social, aux citoyens, concrets, physiques, réels, aux membres du corps social, de comparer. Le mot n'est pas de moi, c'est eux qui disent. De comparer l'action du pouvoir politique aux droits qui sont énoncés. Le rôle de l'espace public, c'est de comparer. Et, troisième fonction, toujours justification juridique, c'est de réclamer. Que dit l'exposé des motifs? L'exposé des motifs dit, une fois que vous avez compris, afin de permettre aux membres du corps social de réclamer, s'il apparaissait qu'il y aurait un écart entre les droits qui sont énoncés et les décisions prises par les hommes politiques. Comparer et réclamer. Autrement dit, les droits de l'homme nous donnent aux citoyens le pouvoir de se réapproprier la fonction législative, à la fois dans l'initiative, obliger les hommes politiques à inscrire à leur agenda les questions qui nous intéressent, et dans la fonction de contrôle, puisque la Constitution, pas Marx, Mao, Che Guevara, ou qui vous voulez, la Déclaration des droits de 1789 nous donne le droit de comparer et, le cas échéant, de réclamer. Et vous voyez bien l'importance de ces deux mots, comparer et réclamer. Comparer, si vous voulez, on peut... là aussi, prenons le langage ordinaire. Parfois, le langage ordinaire dit beaucoup plus de choses qu'il le croit. Souvent, on dit, attention, vous, je vous ai à l'œil. Vous, je vous ai à l'œil. Vous ne vous comportez pas comme la Déclaration des droits de l'homme le dit. Je compare votre comportement et je compare. Je vous ai à l'œil. Bien, c'est ça, le comparer. Les citoyens doivent avoir à l'œil leurs représentants, toujours, en continu, pour vérifier qu'ils n'abusent pas de leur situation de pouvoir pour porter atteinte au droit. Réclamer. Avec quoi on réclame? Avec la voix. Je réclame. Mais là aussi, langage ordinaire. Quand vous votez, et que vous discutez entre vous, alors, dimanche, pour qui tu donnes ta voix? Donne ta voix pour qui? Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites quand vous dites ça? Ça veut dire que vous dites que vous devenez muet, puisque vous allez donner votre voix. Vous allez devenir muet. Que demandent aujourd'hui les citoyens? C'est pas
donner leur voix, c'est donner de la voix pour réclamer. Et donc, il y a dans les droits de l'homme cette, comment dire, cette exigence continue de l'intervention des membres du corps social, pour parler comme 1789, des membres du corps social dans la confection, la fabrication des règles de la vie commune. Et vous observerez que très souvent dans les régimes qui ne sont pas démocratiques, on porte atteinte à quoi? À l'œil et à la voix. On porte atteinte, à l'œil en remettant en cause la liberté de la presse, parce que c'est la liberté de la presse qui nous permet de voir, de comparer. Ça remet en cause la liberté des universités, ce qui se passe en Hongrie notamment. Ça remet en cause les libertés d'opinion, de critiquer. Et puis ça remet en cause la voix. Par exemple, on met en cause l'indépendance de la justice. Parce que comment les gens réclament? Ils réclament en allant à la justice. Pour faire dire par le juge constitutionnel que cette loi est contraire à tel ou tel droit. Donc, qu'est-ce qu'on fait en Hongrie? On porte atteinte à l'indépendance de la justice. Et vous avez donc une démocratie qui est muette et aveugle. Et une démocratie muette et aveugle, c'est plus une démocratie, c'est un régime autoritaire. Autrement dit, les droits de l'homme, ne sont pas antidémocratiques. Au contraire, ils construisent la démocratie en construisant le peuple, qui est le référent de la démocratie, et en créant un espace, l'espace de relation entre les hommes, d'où va émerger les règles de la vie commune. Mais vous savez, j'aurais pu être beaucoup plus bref en citant ce qui, pour un constitutionnaliste, est le texte de référence, qui est la Déclaration des droits de l'homme. Qu'est-ce qui est dit dans les deux ou troisième phrases? L'oubli, le mépris et l'ignorance des droits de l'homme sont les seuls malheurs de la corruption des gouvernants. L'oubli, l'ignorance et le mépris des droits de l'homme. Ce qui montre bien que, quitte à me fâcher avec quelques-uns des courants qui considèrent que les droits de l'homme sont antidémocratiques, j'affirmerai encore longtemps, enfin, si leur vie passe, que loin d'être antidémocratiques, les droits de l'homme sont un élément indispensable à la construction d'une démocratie. Je vous remercie. Bonjour. Vous faites allusion à Marcel Boucher ou à son dernier livre, Le nœud démocratique. Dans son livre, il ne parle pas véritablement de droits de l'homme, il parle des droits de l'individu, cette extension illimitée des droits de l'individu. Et quand vous parliez tout à l'heure du corps social, c'est la déliaison, c'est le fait, c'est un dénouement entre le corps social et les aspirations à la liberté des individus. C'est ça, il ne parle pas des... Enfin, à mon avis, j'ai lu le livre, Les droits de l'homme, et je voudrais faire allusion à un ouvrage qui est paru, enfin, qui a été traduit en français l'an dernier, l'ouvrage de Tom Bingham. J'ai lu son livre. Les droits de... Il parle avant tout de l'état de droit. Alors, dans l'état de droit, bien sûr, il y a les droits de l'homme, et d'ailleurs, il cite, il y a une citation d'un juriste, je crois que c'est Joseph Ebaz, je me semble, un nom comme ça, dans lequel celui-ci dit il peut très bien y avoir des États qui respectent l'état de droit, mais qui, finalement, s'ils n'incluent pas les droits de l'homme, peuvent très bien faire que l'esclavage ne soit pas du tout illégal. Donc, moi, c'était un peu ça la question, c'est-à-dire que quand on parle des droits de l'homme, il y a plein de gens, on a parlé de... Je parlais de Michel Vinocq, il n'y a pas très longtemps, a fait un papier justement sur l'extension des droits des individus. Il y a beaucoup de gens qui... Je pense à Ray aussi. Une question brève, s'il vous plaît, parce qu'il va y en avoir plusieurs. Oui, excusez-moi. Oui. Donc c'est simplement que entre les droits de l'homme et les droits de l'individu, ce qui est
livre de Gaucher, pour moi, c'est pas du tout la même chose. Voilà, c'est ça. D'accord. Brièvement. Donc, j'ai fait un débat avec Marcel Gaucher, notamment sur ces 3 livres là, sur l'avènement de la démocratie, où, quand je dis tout à l'heure, quand j'ai cité, je l'ai cité quasiment textuellement. Ce qu'il dit, c'est l'impouvoir. Il parle d'un pouvoir, et l'impouvoir, dit-il, la cause de cet impouvoir, c'est la multiplication des droits de l'homme, parce qu'il les conçoit, comme vous venez de le dire, il les conçoit, il s'est rattrapé dans son dernier bouquin, il les conçoit, et ça, à mon avis, c'est une erreur philosophique, il les conçoit comme des droits de l'individu. Or, et vous savez que Marcel Gaucher a été un moment avec Claude Lefort, ils avaient créé ensemble la revue Libre, je crois, et donc ils se sont séparés, puisque précisément Claude Lefort affirmait que les droits de l'homme sont une politique, quand Marcel Gaucher disait non, ce n'est pas une politique, mais les droits de l'homme ne sont pas les droits de l'individu. Les droits de l'homme, les droits de l'homme, liberté, je ne vais pas reprendre, mais liberté d'aller et venir, liberté d'expression, ce sont des droits qui... Le droit de grève, c'est un ensemble, le droit de grève. Donc, si vous voulez, comment dire, ce sont des droits qui conduisent les individus, pour se réaliser comme citoyens, à entrer en contact les uns avec les autres. Bon. Alors, c'est discuté, donc je respecte parfaitement votre position et celle de Marcel Gaucher, mais je crois que c'est voilà, je ne partage pas je ne dis pas que c'est une erreur, parce que, bon, mais en tous les cas, je ne partage pas du tout cette idée qu'aujourd'hui on serait... Il y a un type qui a parlé aussi, c'est François de Singly, hein, qui critique justement cette idée qu'on serait dans une période d'individualisme. L'ère du vide aussi, etc. Bon, non, ça, je pense que c'est une pensée vieille, c'est une pensée d'autrefois. Alors, évidemment que les liens aujourd'hui entre les individus se fassent de manière différente de celle dont ils se faisaient autrefois, sans doute, mais moi, si vous voulez, quand je vois mes étudiants, ils sont capables, ils ont leur téléphone, ils ont leur machin, etc., mais ils sont capables aussi de se retrouver tous ensemble pour se mobiliser, pour défendre, être ensemble, pour défendre la biodiversité, le réchauffement climatique, enfin, contre le réchauffement climatique. Mais bon, c'est un débat philosophique, chacun... Vous avez débuté votre conférence en mettant en avant 2 décisions, l'une du Conseil d'État et l'autre du Conseil constitutionnel, qui désavouait le Conseil d'État dans la décision qu'il avait prise en se référant à la loi. Et vous avez choisi un titre volontairement provocateur, « Les droits de l'homme sont-ils antidémocratiques ?» J'aurais envie, dans le même esprit de provocation, de dire « Le Conseil constitutionnel est-il une instance démocratique ?» Puisque la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que vous avez rappelée, dans son article 3, dit mot pour mot, le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. Donc, à mon sens, ce qui me pose une difficulté, ce n'est pas les droits de l'homme en eux-mêmes, bien évidemment, puisque ce sont des principes vers lesquels on doit tendre, vous l'avez dit vous-même, hein, les grandes luttes se sont traduites par des lois, l'égalité entre les hommes et les femmes, l'abolition de l'esclavage, ça vient en 1848 de mémoire, hein, Victor Schœlcher, bien après la Déclaration des droits de l'homme, et le Conseil constitutionnel, à mon sens, devrait défendre la Constitution de 1958. Or, on aboutit à une instance qui n'est pas élue, qui n'émane pas expressément du peuple, et qui s'arroge le droit d'interpréter une pensée qui remonte à 1789 et dont ceux qui l'ont élaborée ont mis un garde-fou en disant qu'il n'y a pas d'autorité qui n'émane expressément du peuple. Il y a eu une première abolition en 1794. Napoléon l'a rétabli. La légitimité du juge constitutionnel, elle est dans la Constitution. C'est la Constitution votée par le peuple qui donne mission au président de la République d'être le garant des institutions, qu'il soit élu ou pas. Dans la Constitution de 1791, le roi était un représentant, il n'est pas élu. Donc c'est la Constitution
qui donne la compétence. Et elle donne au Conseil constitutionnel la compétence de contrôler la constitutionnalité des lois. Sa légitimité vient de l'inscription dans la constitution de sa mission, constitution qui a été approuvée par le peuple en 1958. Donc, si vous voulez, la compétence du juge est une compétence fonctionnelle et qui se fonde dans ce qu'on pourrait appeler une société ouverte d'interprètes. Parce que vous dites qu'enfin le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel a interprété tout seul la fraternité alors qu'il n'est pas élu. Le Conseil d'État s'est tenu à la loi? À la loi? Non, le Conseil d'État ne s'est pas tenu à la loi. Puisque le Conseil d'État a dit, ok, la loi interdit de donner le sperme à cette dame, mais moi, Conseil d'État, je me fous de la loi, parce qu'au-dessus de la loi, il y a un droit de l'homme, qui est le droit au respect de la vie privée, et donc, j'ordonne à ce qu'on donne à cette dame. Et donc, là, un certain nombre de collègues ont dit, mais c'est totalement antidémocratique. Puisque des juges nommés, non élus par le peuple, vont décider qu'on peut le faire. Il y a, si vous voulez, et il faut bien voir que les mots qui sont inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme, ce sont des mots. C'est-à-dire, ils sont nécessairement polysémiques. C'est un peu comme les notes sur une portée. La Marseillaise, c'est les notes sur une portée. Bon, vous avez la Marseillaise par Johnny, la Marseillaise par Gainsbourg, la Marseillaise par le petit chanteur à la Croix de Bois. Bon, c'est les mêmes notes, mais évidemment, la Marseillaise par Gainsbourg, ça ne va pas le faire pour certains. Donc, les mots, c'est la même chose. Les mots doivent être, pour avoir une portée normative, c'est-à-dire normer le comportement des gens, les mots doivent être interprétés. Non pas par une volonté de puissance, mais parce que le mot en lui-même ne peut pas normer. Le principe d'égalité, si je vous suis, le principe d'égalité, 1789, si je reste bloqué à 1789, c'est égalité entre les mecs. Parce qu'à part Condorcet, ils étaient tous pour que ce soit uniquement l'égalité entre les hommes. Il y a eu une interprétation qui a été faite par la société, c'est pour ça que je parle de société ouverte d'interprètes, qui a conduit à un moment donné les juges à dire non, le mot n'a pas changé entre 89 et aujourd'hui, c'est exactement on n'a pas touché au mot, mais la signification normative de ce mot a changé par l'interprétation du juge qui a dit non mais c'est plus possible. Donc, si vous voulez, on a eu un débat, il y a eu un débat avec Stéphane Breyer, qui est le juge de la Cour suprême, qui était à Paris la semaine dernière. On a eu un débat ensemble sur la question du port des armes aux États-Unis. Dans la Constitution américaine, je crois que c'est plutôt 1776, non? La Constitution américaine, oui, 86 ou 80. La déclaration, oui, la Constitution est de 87. Voilà. Dans la Constitution américaine, il est dit que tout Américain peut disposer d'une arme. Mais ce que dit Stéphane Breyer, ancien juge de la Cour suprême, il dit, mais quand on rédige la Constitution en 1789, l'arme, c'est une pétoire. Il dit, pouf. Aujourd'hui, c'est une Kalachnikov. Est-ce qu'on peut continuer à interpréter cette disposition comme dans le sens où elle a été écrite? Alors ça traverse tous les problèmes, je veux dire, le texte litigieux, les fondamentalistes, les originalistes, bon, c'est un grand débat là-dessus. Je pense, si vous voulez, que le juge, l'interprétation que le juge donne d'un énoncé juridique n'est ni arbitraire, ni unilatérale. Elle repose justement sur l'espace public. Quand
tribunal dépénalise, suite à la plaidoirie de Gisèle Halimi, l'avortement, il y a une société derrière qui conduit le juge à considérer qu'on ne peut plus considérer ça comme un avortement. Je vais vous donner un exemple. Un exemple pour vous montrer la difficulté des juristes. Je pense qu'il y a des juristes ici, ou des apprentis juristes. Imaginez la situation suivante. Vous êtes dans un parc à La Rochelle, un parc, des jeux, etc. Et évidemment, à l'entrée du parc, il y a marqué « Interdit à tout véhicule ». C'est normal, hein, c'est une règle. La norme, interdit à tout véhicule. Bien. Il y a un petit garçon, une petite fille, peu importe, qui tombe d'une balançoire, se fracture le crâne. Les parents appellent l'ambulance arrive, et le gardien dit « vous ne pouvez pas rentrer, interdit à tout véhicule ». Les parents font un procès au gardien. Comment interpréter? Est-ce qu'il faut dire interdit à tout véhicule? Oui, mais il faut sous-entendre, sauf les ambulances, sauf les pompiers. Non, mais c'est pas écrit. Si le juge condamne le gardien, on va dire, mais enfin, vous auriez pu... le gardien va dire, non, mais moi j'ai appliqué la loi, hein. Interdit à tout véhicule. Est-ce que le juge qui considérait que le gardien a commis une faute professionnelle en ne laissant pas rentrer une ambulance pour sauver le petit garçon, est-ce que le juge donnerait une interprétation loufoque de cette règle de droit? Je n'ai pas la réponse. Hein. Enfin, j'ai pas la réponse. Si, j'ai la réponse, mais débrouillez-vous. Je veux dire que l'interprétation est dans le métier du juriste. Et le juriste est celui qui interprète. Et la question, c'est il faut qu'il soit compétent pour interpréter, d'où le fait que la composition actuelle du Conseil est nulle, ça je vous l'accorde. On m'a demandé d'être bref. Et comment? Il y en a d'autres qui veulent faire. Voilà, bon, donc j'arrête. Merci, monsieur le professeur. C'était un plaidoyer très brillant, comme d'habitude, comme on s'y attendait tous, en défense des concepts qui aujourd'hui sont souvent remis en cause, comme vous l'avez dit au début de votre intervention. J'aimerais bien entendre votre explication du pourquoi. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ces concepts, ces idéaux, ces idées sont remis en cause? Pourquoi aujourd'hui? Alors, je ne suis pas sûr qu'il soit complètement... je ne suis pas sûr qu'il soit remis en cause. C'est l'impression que ça donne. Je suis d'accord. Le droit à l'avortement aux États-Unis. Comment? Le droit à l'avortement aux États-Unis est remis en cause. Oui, oui, non mais attendez, laissez-moi... je ne suis pas sûr qu'il soit totalement remis en cause, dans la mesure où, partout sur tous les continents, il y a ce qu'on appelle une colère des peuples, et une colère des peuples qui s'appuie sur les droits fondamentaux. Alors, le problème, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des avancées, il y a des reculs. Il y a des avancées et des reculs. Hein. Rien ne garantit qu'un jour on ne supprime pas le droit de vote pour les hommes. Bon, et c'est pour ça que je disais que les droits de l'homme, ils sont issus des luttes sociales. Et si, à un moment donné, dans le champ philosophique, politique, il y a un certain nombre de personnes qui remettent en cause, parce que le courant philosophique dont je parlais, il y a beaucoup de philosophes et de juristes, Schuttel par exemple, qui sont vent debout contre les droits de l'homme, qui demandent à ce que la France sorte de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, je crois, si vous voulez, qu'il y a malgré tout au sein du peuple, au sein des citoyens, notamment dans les communes, notamment à proximité, dans le quotidien, cette vivacité des droits. Moi, un exemple personnel, donc ça ne vaut que pas. Quand une de mes filles était au collège, il y a une de ces petites
camarade étrangère qui devait être expulsée. Bon, les parents étaient en situation judiciaire, etc. Et ben, il y a eu une mobilisation immédiate des parents. Vraisemblablement, il y en a qui votaient Le Pen, d'autres qui votaient Mélenchon, d'autres qui votaient... Mais une mobilisation immédiate des gens pour empêcher que cette jeune élève soit expulsée. Tous les parents, immédiats. Donc, il y a quelque chose quand même. Alors, on peut les limiter, on peut les affaiblir, mais regardez en Pologne, par exemple. Hein. En Pologne, pendant 10 ans, ils ont eu un gouvernement d'extrême droite. Bon, ils ont fini par le virer. Alors, on me dirait, oui, mais maintenant, aux Pays-Bas, bon. Mais je crois que la démocratie et les droits de l'homme restent une idée force. C'est-à-dire une idée qui fait descendre dans la rue. Lula a fini par l'emporter sur Bolsonaro. Bon, c'est pas la suite, mais au moins là, il l'a emporté. Hein. Pourquoi il y a cette, il y a cette tension aujourd'hui qui donne l'impression d'être défavorable aux droits de l'homme? Je pense que, si vous voulez, les citoyens sont moins forts, puisque je dois être bref, qu'Elon Musk. Les puissances de l'argent, les manipulations d'opinion, fait que, si vous voulez, ceux qui défendent que les droits de l'homme sont un élément essentiel de la démocratie ne sont pas entendus parce qu'ils n'ont pas accès, heureusement que vous êtes là, ils n'ont pas accès au public. Hein. Mais il y a des résistances. Par exemple, en droit, en Roumanie, comme vous avez dû voir peut-être de cette décision, en Roumanie, la Cour constitutionnelle, en Roumanie, a annulé l'élection présidentielle. Le premier tour de l'élection présidentielle, il faut le faire, hein. Je ne suis pas sûr que notre Conseil l'aurait fait. Le juge constitutionnel a annulé le premier tour de l'élection présidentielle parce qu'après enquête, ils se sont aperçus que ça avait été complètement viandé par TikTok et les Russes. Mais là encore, moi j'ai fait travailler cette décision par mes étudiants, c'est une décision du mois de décembre. Mais il y a eu des manifestations en Roumanie du peuple roumain qui disaient, mais enfin, par rapport à le type est arrivé en première position, hein, un pro-russe, fasciste, enfin tout ce qu'il faut. Et il est arrivé en première position. Et le peuple est descendu dans la rue pour contester la décision des juges constitutionnels. Enfin, on l'avait mis en premier, etc. Et qu'ont fait les juges? Ils ont rappelé quoi? Ils ont rappelé le droit. Ils ont rappelé le droit, c'est-à-dire qu'une élection doit respecter le principe de sincérité, le principe de loyauté, le principe de financement égal, et que là, ça n'avait pas été respecté. Donc, il a annulé le premier tour de l'élection présidentielle. Bon, en plus, je suis plutôt de tempérament optimiste. Donc, si vous voulez, oui, il y a des reculs, oui, oui, ça pourrait être mieux, mais je crois, sinon à la force de l'esprit, comme disait l'autre, mais je crois que les droits de l'homme prenant leur source dans la révolte, hein, dans les contestations, je pense que les contestations ne sont pas finies, que d'autres, regardez les jeunes par exemple qui contestent, ils ne sont pas encore arrivés à faire inscrire dans la Constitution le respect de la biodiversité, etc. Bon. Là encore, les jeunes individus, non, ils pensent à la planète, ils pensent à la nature. Il y a une décision du Conseil constitutionnel espagnol. Là encore, ça peut vous intéresser pour la prochaine fois, qui, pour la première fois, a dit que Mare Lagor, donc c'est la plus grande lagune d'Europe, était un sujet de droit. C'est-à-dire que la nature, hein, la lagune est un sujet de droit, comme nous. Comme nous. C'est-à-dire qu'elle a le droit de ne pas être maltraitée. Donc on ne verse pas du plastique ou des trucs, etc. Vous vous rendez compte, le changement de paradigme. Je disais qu'on est dans un moment épistémologique et historique important, le changement de paradigme. Jusqu'à présent,
nous dominions la nature, qui était pour nous un simple objet, ce qu'on voulait, une carte, et là, d'un seul coup, la nature devient un sujet de droit. Donc un sujet de droit qui veut avoir, lui aussi, des droits. Donc ça bouge, ça bouge. Voilà, peut-être un peu trop optimiste, mais bon. Est-ce que le mode de nomination qui est constitutionnel, vous l'avez rappelé, mais qui date des années 50 où on ne pensait pas nécessairement la même chose, est-ce que le mode des nominations, je prends par exemple 2 exemples, la Cour suprême qui est éminemment politique, comme le Conseil constitutionnel dont on va rappeler les noms, la nomination Assemblée, Sénat et Président de la République, est-ce que c'est pas là où le bas blesse quand on sait que dans d'autres pays européens, c'est des juristes professionnels, non pas des hommes politiques? Est-ce que la politique et le droit sont intimement liés? Donc je voudrais avoir votre avis, s'il vous plaît. Ben là, ma réponse va être brève. Ma réponse va être brève. Je trouve que le mode de nomination en France, le mode de nomination des juges constitutionnels en France est absolument scandaleux. Scandaleux. Ça, je l'ai écrit, je l'ai dit. Alors, il faut savoir que ça a conduit, vous voyez, la liberté. Je m'en fous, mais par exemple, comme quand je l'ai dit publiquement à la radio, etc., le président actuel du Conseil constitutionnel m'a interdit de rentrer dans le Conseil constitutionnel. Bon, parce que, voilà, j'avais dit que c'était... bon. Donc, il finit son mandat. Maintenant, je peux retourner, pas sûr, mais je m'en fous. Je vais à la recherche dans ces cas-là. Mais non, c'est proprement scandaleux. Et c'est proprement scandaleux. C'est-à-dire, à un moment, et là je rejoindrai certainement, à un moment où le juge constitutionnel devrait être celui qui garde les droits fondamentaux, on nomme dans cette instance des gens qui ont... Ils sont compétents, hein, ils ont un réflexe politique. Ils n'ont pas un réflexe juridique. Moi, j'ai été juge constitutionnel, alors, pas aux États-Unis, hein, mais en Andorre. Mais en Andorre, il y a un tribunal constitutionnel, il n'y avait que des juristes. Donc j'étais de 2016 à 2024. On n'avait que des juristes. Bon. Et parce que vous ne donnez pas, quand vous avez mal aux dents, vous n'allez pas au garagiste, hein, vous allez chez le dentiste, sinon c'est Henri Salvador qui va chanter le blues du dentiste. Mais voilà, quand vous demandez à contrôler les lois, c'est des juristes. Donc bien sûr que c'est scandaleux, bien sûr. Et je ne vous dis pas ce qu'il arrive. Un immense merci encore, je crois qu'on peut l'applaudir.